Bonjour, mes chers collègues, chers invités et collègues, Monsieur Achour, Monsieur Biad, c'est un honneur d'être avec vous aujourd'hui dans cette journée atypique en fait. Si vous dites que vous avez eu le sentiment d'être atypique, Monsieur Achour, alors déjà notre événement est un peu atypique. Nous avons un club qui essaie d'innover et d'être sur des thématiques dans lesquelles ils essaient d'harmoniser plusieurs secteurs de recherche scientifique et secteurs de pratique. Surtout ce qui est tellement intéressant pour nous aujourd'hui, c'est le fait d'avoir avec nous des praticiens. Il y avait avec nous M. Jacobi, remercié, qui s'est excusé pour partir pour des contraintes, et aussi notre cher invité, M. Biad, qui nous a aussi honorés par des éclaircissements pratiques par rapport à une thématique tellement intéressante, celle de l'eau. Et c'était surtout aussi une vision un peu différente, mais aussi toujours considérée dans la question de durabilité, à savoir l'architecture et surtout aussi l'urbanisme. On parle actuellement de villes durables, de villes aussi smart pour être durables. Donc, on s'attendait à avoir des choses dans ce sens, mais CHO nous a surpris. Bon, le secteur qui suscite plus de débats dans la société, c'est l'éducation. Pourquoi? Parce que c'est un secteur qui touche à l'ensemble des secteurs socio-économiques, qui touche à ce qui est développement durable dans plusieurs dimensions. Et j'ai choisi de... Bon, bien sûr aussi, moi, j'ai hésité avant d'accepter que j'intervienne dans une thématique qui est un peu loin de ma spécialité. Et c'est pour cela que je vais rester sur mon champ de spécialité qui est l'analyse et l'évaluation, sans prétendre que je vais faire un travail, plutôt présenter des résultats évaluatifs, mais au moins une petite, si vous voulez, un petit effort d'analyse. Le développement durable en éducation, approche curriculaire et enjeux stratégiques. Tout d'abord, je vais essayer de contextualiser. Je ne vais pas mettre un plan parce que ce n'est pas une communication scientifique. Développement durable et éducation, des relations systémiques. Pourquoi? Parce qu'en pensant déjà, donc peut-être, puisque les étudiants et les chers doctorants qui sont présents ici ont tendance souvent à relier la question éducation et formation avec développement durable en faisant le lien avec l'ODD 4. Bon, moi je ne vais pas aborder les choses dans cette dimension, c'est-à-dire on ne va pas voir quelle réalisation en éducation et formation en tant qu'objectif de développement durable, mais plutôt quel usage et quelle stratégie implantée en éducation et formation pour le développement durable. Je dis aussi c'est systémique parce que plusieurs sujets sont présents. C'est des sujets d'actualité tels des compétences du XXIe siècle, ou bien des compétences, finalement, tout le monde en parle, soft skills, hard skills, ou bien compétences transversales, un citoyen qu'on cherche à développer qui doit être utile pour la société et qui doit maîtriser, donc on ne va pas être capable de dire maîtriser, mais qui doit toujours développer des compétences transversales dans le sens de durabilité toujours et dans le sens de résilience, puisque le terme a été déjà évoqué, une personne qui s'adapte avec tous les
toutes les circonstances et qui est toujours en progrès, en, si vous voulez aussi, synergie avec les réalités économiques et sociales. Donc, dans ce contexte, je vous présente les trois secteurs dans lesquels, bon, bien sûr, on parle de l'éducation et formation, les trois secteurs dans lesquels la question du développement durable et de préservation des ressources est présente. Alors, bien sûr, le grand secteur, c'est l'éducation de base. Et ici, donc, bien sûr, on doit mettre l'accent sur l'approche éducative adoptée dans notre système, dans notre enseignement de base, l'école primaire, le préscolaire déjà, l'école primaire et secondaire. Deux dimensions dans ce cadre. Il s'agit des apprentissages pour le développement durable et, en parallèle, une entrée de développement durable au service de l'apprentissage. Alors, on va arriver à l'explication de ces deux relations, développement durable pour l'apprentissage et apprentissage pour le développement durable. Je passe au deuxième secteur, celui de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle. Donc, devant moi, mes chers étudiants de licence, de master et aussi mes chers doctorants qui ont, depuis 14 heures, moi j'étais là à 14 heures, et depuis 14 heures ils étaient là, en attendant l'arrivée des invités et des intervenants, et qui ont suivi durant, donc ça va devenir 4 heures de leur temps pour quoi? Pour une valeur ajoutée par rapport au capital humain. Donc, l'enseignement supérieur traite la question de développement durable toujours à travers deux entrées. Alors, nous avons déjà le développement durable en tant que spécialité. Bon, bien sûr, ce n'est pas une spécialité scientifique en soi, mais déjà maintenant avec les ingénieries de formation nouvelles, avec le développement d'une nouvelle approche en matière d'ingénierie de formation dans l'enseignement supérieur, on commence à instaurer des formations à caractère non tout simplement disciplinaire, mais à caractère donc, plutôt donc, au service des besoins économiques et sociaux. Donc, on peut être sur des filières de développement durable, et c'est le cas. Et déjà aussi, au sein de notre faculté, il y a une branche, une filière en master qui adopte la dimension développement durable dans le cadre de son ingénierie. Deuxième volet, bien deuxième, si vous voulez, approche, c'est développement durable et développement des compétences transversales. Dans le sens où, dans le cadre de l'université, il s'agit de revenir sur les besoins de durabilité toujours, mais avec d'autres appellations. C'est le besoin de répondre aux impératifs des siècles et des générations. Et dans ce sens, on a inventé compétences transversales ou bien compétences du XXIe siècle et on a pensé à intégrer ceci dans les ingénieries de formation en tant que, parfois, dans une approche tout à fait modulaire, donc il est dire des modules dédiés à la citoyenneté, à la protection de l'environnement, etc. Ou bien, parfois, certaines compétences développées en parallèle au sein de l'ensemble des modules d'une manière transversale. En tout cas, il y a aussi l'éducation tout au long de la vie. Et là, toujours en parlant de capital humain, il s'agit de traiter la question de durabilité. Et on va prendre l'exemple de l'alphabétisation comme secteur où il y a deux enjeux, approche citoyenneté et
répondre aux besoins d'une population qui est un peu spéciale. Donc, dans ce sens, c'est la méthode andragogique ou bien c'est les approches andragogiques qui doivent s'installer. C'est des adultes avec des besoins, ou bien surtout avec un mode d'apprentissage différent, parce que c'est des personnes qui, je vais adopter la logique inductive de professeur Ashur, qui partent de l'expérience pour apprendre. Et dans ce sens, l'expérience, ça peut être tout simplement, si vous voulez, comment avoir une facture d'eau et d'électricité moins coûteuse. Donc, c'est une expérience, c'est un enjeu, c'est une situation problème qui peut être un point de départ pour traiter la question de gestion des ressources ou bien la question de préservation des ressources. Voilà, donc j'ai présenté les trois secteurs tout en précisant que je vais m'étaler sur le premier, vu la contrainte du temps et aussi pour que ça soit un petit peu cohérent dans le cadre de ma présentation. Alors, en éducation de base, j'ai parlé tout à l'heure de deux approches, les apprentissages au service du développement durable et l'entrée développement durable au service de l'apprentissage. Pourquoi? Parce que déjà, le curriculum, d'une manière générale, d'enseignement, au niveau, et là je précise que je vais présenter des exemples du curriculum de l'école primaire, de l'enseignement primaire, et ici, là, la question de développement durable traité en tant qu'objectif en soi fait partie déjà des finalités majeures et des choix stratégiques dans notre curriculum. Donc, il s'agit de développer les apprentissages au service du développement durable. Tout comme réussir l'apprentissage doit... donc, vous savez bien sûr que pour préparer des apprentissages, on choisit des activités. La base de l'ingénierie pédagogique, c'est travailler sur des activités. Et lorsqu'il s'agit de réussir le choix des activités, parmi les thématiques, là je vais dire tout simplement thématiques, parmi les thématiques qu'on cherche à instaurer pour réussir les activités, c'est le développement durable d'une manière générale ou bien la gestion des ressources. Bon, je reviens à la première dimension, apprentissage au service du développement durable, pour déjà citer que, donc, sur un plan macro dans notre curriculum, nous avons la première chose, l'existence de disciplines. Alors, vous savez, eh bien, vous avez vécu dans votre cursus scolaire d'avoir comme discipline les scientifiques, la géographie, l'éducation civique, dans toutes ces disciplines, dans l'éducation artistique aussi, et dans d'autres, il y a la question du développement durable qui est présente. Bon, il y a la question de gestion des ressources qui est présente. Donc, en tant que champ disciplinaire. Et en parallèle, ces dernières années, la réforme de notre curriculum au niveau du primaire ça date de 2021, a une intégration courageuse, mais qui peut être à risque sur le plan pédagogique, l'intégration des compétences de vie en tant que, ici c'est pas en tant que compétence transversale, mais dans notre curriculum c'est en tant que socle de formation ou bien d'apprentissage à part, tout comme les autres disciplines. C'est-à-dire avec un volume horaire dédié aux compétences de vie, avec un contenu et avec une démarche didactique, etc., etc. Lorsqu'on fait l'analyse de ceci, on ne peut pas donc, être sur le jugement, mais on peut quand même se poser la question à quel point cette entrée disciplinaire peut
réussir, donc d'arriver à la réalisation des objectifs de développement durable. Voilà la question. Quand on passe à la deuxième dimension, prendre le développement durable comme entrée pour réussir les apprentissages, ensuite, l'entrée thématique déjà, dans l'enseignement par exemple des langues, que ce soit l'arabe ou le français au primaire, nous avons des unités didactiques dans lesquelles l'apprenant se spécialise durant des semaines. Il y a l'unité de l'eau, l'unité de la forêt, l'unité du développement durable aussi dans certains niveaux, etc. Et une entrée thématique fédératrice qui permet de contextualiser l'apprentissage, tout simplement. C'est-à-dire choisir des textes, bien sûr, pour les apprentissages, par exemple, et les fonctions linguistiques, tout en restant dans la même thématique qui est, par exemple, l'eau. Réussir à développer un lexique, un vocabulaire, à travers cette thématique qui est, comme j'ai dit, donc, liée au développement durable. Arrivant maintenant à réussir l'apprentissage à travers une entrée et développement durable, et là je vais parler des approches pédagogiques. Alors vous savez tous, c'est quoi approche par compétence? Parce qu'on nous casse la tête, parce que aussi c'est toujours notre modèle pédagogique en vigueur dans le curriculum scolaire. Alors, l'approche par compétence est au service des apprentissages, bien sûr. C'est un choix pédagogique pour réussir les apprentissages. Et donc, travailler sur les compétences et travailler sur déjà sur des attitudes, des comportements, plus que des connaissances. Et quand on travaille sur des attitudes et des comportements, bien sûr, des savoir-faire et des savoir-agir, c'est dépasser la connaissance vers ce qui est lié à ce qui est significatif, ce qui est lié à la réalité. Et dans ce cas, on ne va pas sortir de l'ensemble des thématiques qui sont trop significatives actuellement et qui se rapportent à la gestion des ressources et au développement durable. Quand on prend l'exemple de la perspective actionnelle dans l'enseignement des langues, c'est tout simplement quoi? C'est l'apprentissage par la tâche. Et quand on cherche à développer ce système d'apprentissage, apprendre par la tâche, on arrive... Désolée. Quand on traite la question d'apprentissage par la tâche, on a besoin de contexte dans lequel l'apprenant peut mobiliser la tâche. Et là, c'est soit par exemple le jardinage, soit donc une campagne de sensibilisation, ainsi de suite. On est là sur des éléments pour réussir le développement durable et en parallèle pour réussir une méthode pédagogique. Donc je cite aussi la pédagogie par projet, les démarches aussi, et peut-être je vais revenir sur ça. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, le deuxième secteur, je ne vais pas dire beaucoup de choses puisque j'ai préféré de parler plutôt du scolaire. Alors, nous avons la réingénierie des formations, dans le sens où on cherche à préparer des citoyens, civisme, citoyenneté, et actuellement on est sur une grande réforme d'intégrer dans le cadre de la licence, et il y a déjà la première génération, la première promotion, qui bénéficie des modules Power Skills. Bon, il y a des objectifs dans ces formations de faire preuve de citoyenneté à travers des apprentissages relatifs à la question de développement durable et à la gestion des ressources, pour permettre à l'étudiant de s'engager activement dans des actions citoyennes.
Le deuxième volet dans l'enseignement supérieur, c'est la recherche scientifique. Et en revenant aux domaines actuellement prioritaires en matière de recherche, parmi les 12 domaines considérés comme prioritaires, il y a l'eau et résilience climatique, les énergies renouvelables ou alternatives, l'économie verte et l'économie bleue. Donc 3 domaines parmi 12 qui sont relatifs à la gestion des ressources et à la question du développement durable. Donc, mes chers étudiants, l'éducation fait partie des 12, soyez rassurés. Les sciences de l'éducation font partie des domaines prioritaires. Éducation des adultes, troisième secteur, et aussi, c'est un champ de réforme actuellement, celui de la formation tout au long de la vie. L'alphabétisation et post-alphabétisation, et surtout post-alphabétisation, c'est-à-dire après maîtrise plus ou moins des compétences lire, écrire et calculer, l'adulte a besoin, et donc la formation d'adulte sur le plan alphabétisation et post-alphabétisation tend vers l'intégration des modules tels l'éducation environnementale, l'éducation à la citoyenneté, avec des contenus. Moi, je vous présente ici ce qu'il y a dans ces ingénieries. La gestion des ressources est une thématique, ainsi que celle de l'eau. Voilà, un petit donc, aperçu sur ce qui est dans les autres secteurs, et revenons à notre secteur choisi aujourd'hui, celui de l'éducation de base. J'ai promis de parler des enjeux stratégiques, et automatiquement, et dans toute normalement recherche par rapport à la stratégie éducative nationale, on est devant la vision stratégique 1530. En analysant ce cadre stratégique et en cherchant à voir où se trouve la dimension développement durable, on va être sur ce chemin. Bon, l'objectif 3 pour une école de la promotion de l'individu et de la société, dans lequel il y a le levier 18, édification d'une société citoyenne, démocratique et égalitaire, et dans lequel il y a les recommandations, là, la mise en place d'espaces scolaires à même de permettre le développement des pratiques démocratiques et civiques au sein de cet établissement, et l'incitation au volontariat des élèves et à la participation au programme d'éducation à l'environnement, etc. Le cadre stratégique actuel, c'est le nouveau modèle de développement avec son approche éducative ou bien son volet éducatif. Alors, si on cherche encore dans ce cadre stratégique, on peut s'orienter vers l'axe 2, un capital humain renforcé et mieux préparé pour l'avenir. Le choix stratégique numéro 1, donc toujours dans l'axe 2, une éducation de qualité pour tous avec l'école de renaissance éducative, pour arriver à la recommandation, rénover les contenus et les méthodes avec une précision, l'éducation à la citoyenneté et au civisme au cœur du projet éducatif marocain. Maintenant, au niveau, on doit maintenant arriver au curriculum et voir à quel point ces recommandations, depuis la vision stratégique et depuis peut-être ce qui a été recommandé dans la Charte nationale, comment on a réformé le curriculum et quelle place du développement durable et de la préservation des ressources dans le curriculum. L'analyse que je vous propose va porter sur les fondements, sur les compétences visées, parce que le curriculum est basé sur une approche par compétences, sur les disciplines et les thématiques, et enfin sur le modèle pédagogique. En matière de finalités majeures et des fondements sur lesquels se base la vision du curriculum marocain au primaire, on trouve des choix et orientations nationaux
dans lesquels citer contribuer à la réalisation d'un développement global et durable. Et dans ce choix, il s'agit de le décliner en un ensemble d'objectifs. Par la suite, on va les voir. Dans ce qui est mission de l'école, on cite développer les compétences pour promouvoir la personnalité de l'individu et ses habilités sociales et entrepreneuriales au service du développement durable. Et en matière de choix, il s'agit de choix axés sur les valeurs et profil de sortie. Un individu qui respecte son environnement naturel et qui travaille pour le développement durable. Donc, le nombre de fondements dans le curriculum national n'est pas grand. Et ces fondements citent le développement durable. Si on fait une analyse en termes de nombre de fois où on se retrouve avec le mot ou bien avec le concept, alors il s'agit, dans le cadre d'une dizaine de fondements, de plus d'une vingtaine de fois où on est sur des mots qui se rapportent au développement durable. Je passe à la deuxième dimension, les disciplines et les entrées thématiques dans le cadre du curriculum. J'ai déjà parlé du domaine des langues, avec les thématiques et les unités didactiques, et je cite les domaines de mathématiques, sciences et technologies, dans lequel on a la matière éveil scientifique, et on va vérifier la fréquence normalement d'utilisation ou bien d'intégration de la question du développement durable dans cette matière. Et dans le cadre du troisième domaine d'apprentissage, qui est la socialisation et l'ouverture, on va peut-être mettre l'accent sur les matières géographie et éducation civique. Donc je ne vais pas mettre beaucoup de temps pour vous présenter le nombre d'unités qui sont des thématiques qui se rapportent à la notion de développement durable, puisqu'il s'agit donc de plusieurs années, première année, deuxième année jusqu'à la sixième, et à chaque fois, donc, il s'agit tout simplement, vous savez, de 6 unités par an, et dans chaque année, il y a une unité qui traite, au moins une unité qui traite des questions relatives au développement durable, voire que par exemple, vous avez en 5e année pour l'arabe et pour le français. D'ailleurs, ce tableau présente les deux matières. Alors, ce qui est surprenant, c'est que pour les deux matières, il s'agit des mêmes thématiques. Et donc, il s'agit donc, vous pouvez faire x2 pour chaque unité que vous voyez, et à la fois en arabe et en français. Je n'ai pas examiné la mazir, puisque je ne suis pas, donc je ne peux pas le faire, mais en général, la question de développement durable est présente dans l'enseignement des langues, à travers ces thématiques que vous voyez. L'éveil scientifique, là c'est plus riche, et là aussi je ne vais pas citer ces thématiques, mais la présence toujours 2-3 fois, donc dans le cadre d'un curriculum d'une année ou bien d'un processus d'apprentissage d'une année, vous pouvez prendre des exemples. En 5e année primaire, il y a les êtres vivants et interactions avec l'environnement comme unité, l'eau et l'air comme composantes dans cette unité, et il y a l'unité l'énergie avec une composante principale, les énergies renouvelables. C'est présent aussi dans le curriculum de l'éducation islamique, ou bien dans le programme de l'éducation islamique, et dans la composante sagesse. On sait bien que maintenant, avec la réforme, la discipline éducation islamique est répartie en un ensemble de composantes. Dans la composante sagesse, la présence de bonnes pratiques ou bien d'exemples pour préserver la nature ou bien pour contribuer à la protection de l'environnement est présente aussi dans cette discipline. En géographie aussi, et c'est évident bien sûr, parce qu'on traite
la nature, on traite la terre, on traite les océans, on traite aussi notre planète d'une manière générale. Et je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour présenter ces modules. Là, c'est l'éducation civique, dans la dimension aussi, ou bien le rapport qui existe entre développer un esprit de droit-obligation, un esprit de citoyenneté et la relation entre ces compétences et la question de développement durable, toujours. Je n'ai pas aussi intégré l'éducation artistique qui intègre toujours cette dimension dans les modules de formation à travers la thématique eau et la thématique aussi, d'autres thématiques comme la forêt, etc. Maintenant, j'arrive à présenter la troisième dimension dans le curriculum qui est les compétences transversales. Cette réforme dans laquelle on a intégré des compétences appelées compétences de vie et qui sont fondées déjà. Lorsqu'on arrive à lire le curriculum, on trouve que les fondements de ce socle, de ce module, c'est fondement du programme compétences de vie sur le développement durable. C'est fondé sur le développement durable et d'ailleurs, même dans le curriculum, que ce soit pour les veilles scientifiques, et là, on trouve le nombre des ODD qui sont apparents. Les modules enseignés, c'est l'éducation financière, c'est les métiers de l'avenir, c'est le projet personnel, c'est l'éducation entrepreneuriale. Et à travers ces modules, ou bien à travers ces contextes, on a essayé d'intégrer la dimension préservation des ressources, surtout en matière d'éducation financière et éducation entrepreneuriale. Maintenant, je vous invite à voir avec moi l'approche pédagogique du curriculum, ou bien le modèle choisi. Et je n'ai pas abordé tous les choix pédagogiques, mais au moins ceux qui se rapportent ou bien qui sont au service du développement durable. L'approche par compétence suppose que les apprentissages doivent être dans des situations problèmes, que l'apprenant est au centre du processus, qu'avec des situations réelles, on peut réussir de construire les apprentissages dans cette logique socio-constructiviste encore. Et dans ce sens-là, les situations problèmes, c'est les problèmes que nous vivons et qui, normalement, pèsent dans le cadre socio-économique. Et donc là, on se retrouve avec plusieurs activités. Là, je parle de choix d'activités. Quand je dis d'activités, texte de départ, support iconique parfois, et aussi activités de résolution de problèmes dans les matières scientifiques et tout aussi dans le cadre de certaines disciplines. Même en éducation islamique, on commence par un problème de la réalité dans lequel il y a une complexité et dans lequel il faut agir. Alors là, c'est l'APC. Bon, je passe à un autre choix, et cette fois, c'est un choix relatif à des disciplines particulières. Ce n'est pas l'APC qui est le choix global dans l'ensemble des disciplines. Et j'ai déjà parlé de perspectives actionnelles dans l'enseignement des langues, apprendre par la tâche. Et là, merci monsieur Lacopille, d'accord. Donc je parle de la question d'amener l'apprenant à vivre des expériences à travers la réalisation de tâches réelles pour apprendre à communiquer. Donc ça c'est pour les langues. Ces tâches réelles, comme j'ai déjà noté, qui ne doivent pas s'éloigner de son environnement et ils doivent être au service de développement durable. C'est pourquoi on choisit, comme j'ai dit comme exemple, le jardinage ou bien d'autres choses qui peuvent contribuer à rendre l'apprenant citoyen et responsable. Pédagogie par projet. Et donc, vous savez bien que dans nos apprentissages, on intègre dans chaque unité didactique le projet de classe. Point d'interrogation à propos de ce sujet, et peut-être ça peut faire partie de l'analyse critique que je vais aborder. La démarche. Il y a là un exemple clair de la démarche
ou bien des démarches qu'on peut adopter dans les processus d'enseignement-apprentissage, c'est la démarche d'investigation dans l'éveil scientifique. Ceux qui font un peu les sciences de la vie et de la Terre savent qu'il s'agit de partir de quoi? D'observations réelles vers des hypothèses, vers pas forcément l'expérimentation, vers l'analyse et vers le traitement. Ça peut être l'expérimentation avant d'arriver à tirer des conclusions. Donc ces démarches adoptées dans le curriculum doivent commencer par l'observation. Alors, observer des situations complexes relatives à la gestion des ressources, relatives aux problèmes climatiques, par exemple, aux problèmes d'usage des eaux, etc. Ainsi, j'arrive à terminer par une petite, modeste analyse critique entre ce curriculum prescrit et celui mis en œuvre. Avant de parler de ce qui est mis en œuvre, ce curriculum prescrit, dans l'ensemble de ses recommandations et dans l'ensemble de ses choix, met l'accent sur des connaissances, on a parlé de discipline, met l'accent sur des attitudes, on a parlé des choix, des finalités de valeurs, et met aussi l'accent sur des pratiques scientifiques. On a parlé de la démarche d'investigation, on a parlé de la résolution de problèmes, et ce sont des pratiques scientifiques. Bon, l'ensemble de ces choix, à quel point, donc ça reste une question, à quel point peuvent-elles, ou bien peuvent, à savoir connaissance, attitude et pratique, à quel point peuvent-elles arriver à développer un changement de comportement. Changement de comportement dans le sens où il ne suffit pas d'être sur la connaissance et l'attitude, changer la vision ou bien changer le jugement d'un individu par rapport à un phénomène, mais à agir, à le rendre capable d'agir. Alors pourquoi je parle de changement de comportement? Parce que nos apprentissages, ben, je ne vais pas dire, ne met pas l'apprenant dans la pratique. On arrive actuellement à mettre l'apprenant dans la pratique, mais c'est une pratique qui n'est pas réelle. Même avec la perspective actionnelle, on fait quoi? On fait des simulations de situations. On essaie de faire des simulations, alors que ce qui est demandé, c'est d'incarner, pas tout simplement des valeurs, mais d'incarner des agirs, incarner des comportements civiques et des comportements de développement durable. Ma dernière question, c'est quel curriculum mis en œuvre? Et là, on interroge les pratiques pédagogiques. Alors, on a des connaissances dans le curriculum scolaire, à quel point, dans la pratique pédagogique, mais je ne vais pas dire à quel point l'enseignant, pour ne pas rendre l'enseignant coupable, à quel point il s'agit vraiment des mêmes connaissances transposées, comme a dit Jacobi, il s'agit d'une transposition interne surtout, parce que la transposition externe est déjà réalisée dans le curriculum, mais une transposition interne qui doit rester fidèle déjà à ce domaine de connaissance qui est le développement durable, dans son vrai, même si rien, bien sûr, n'est stable, rien n'est, quand même, il faut préserver ce qui est scientifique dans les choses. Quelles activités? Et là, je veux mettre le point sur la question dans la pratique et non dans les réalisations dans les manuels, parce que les activités sont déjà existantes dans les manuels scolaires. Quand on transpose encore une fois maintenant ce qui est dans le manuel vers un acte pédagogique, ça pose problème. Quelle démarche? Et dans la pratique pédagogique, si j'interroge par exemple l'investigation et si je passe à l'observation d'un cours d'éveil scientifique pour voir à quel point on formule des hypothèses, on ne formule pas des hypothèses, on n'est pas sur cet esprit critique dans le cadre des démarches adoptées pour permettre à cet apprenant de s'approprier ou bien d'être convaincu de l'importance. Voilà, on a déjà parlé de l'adulte qui ne devait pas
Alors que l'apprenant enfant, parfois, développe certains apprentissages sans être déjà convaincu ou bien sans être. Et dans ce sens-là, il va restituer, il va être capable de mémoriser parfois, mais d'agir ou bien de se comporter convenablement, c'est difficile. Quel projet? J'ai dit tout à l'heure que la question projet de classe est une question qui est débattue toujours actuellement. Pourquoi intégrer cette dimension projet de classe qui reste une partie autonome à part, alors que ça doit être une intégration des apprentissages, pas tout simplement dans le cadre de la discipline, mais vous voyez, j'ai présenté plusieurs disciplines, j'ai présenté plusieurs approches, plusieurs modèles. Il y a le développement durable dans tout ça, mais on n'arrive pas à harmoniser. Vous avez dit, vous avez choisi, bon, dans votre sujet, harmoniser. Comment faire appel dans le cadre de projets, je ne vais pas dire projet de classe, mais projet d'école, à harmoniser la connaissance, les attitudes et les pratiques pour réussir les objectifs de développement durable. Ma présentation touche à sa fin, je vous remercie. Merci, professeur. Merci, professeur Marie, pour votre présentation. En fait, on est passé du développement durable, vous voulez en fait comment concilier entre le développement durable, cette vision de la durabilité, et comment la construire à travers l'école. Vous avez présenté, nous livré une manière de faire et d'agir par rapport à des curricula. Je pense que l'école de demain, la durabilité repose largement sur l'école de demain, sur les principes, sur un curricula qui puisse intégrer dans le message, je dirais, pédagogique, cette relation avec la durabilité. Je vous remercie, Madame professeur Kautala. Donc, je donne la parole à Imen pour être très brève. Professeur Achour, il est un peu pressé, mais tout en vous remerciant pour votre participation et collaboration avec nos étudiants. Donc je remercie fortement professeur Kautal Omare pour la qualité de sa communication. Dans votre intervention parfaitement menée, vous avez mis l'accent sur le cadre stratégique en relation avec le développement durable, et notamment à travers, dans le cadre stratégique toujours, le nouveau modèle, la vision stratégique déjà avec l'objectif numéro 3 et le nouveau modèle de développement avec l'axe numéro 2. Pour ce qui est approche curriculaire, le développement durable est inclus dans les fondements, à savoir le choix et les orientations nationaux, axés sur le développement durable, sur les valeurs et un profil de sortie respectant l'environnement. Sur bien sûr les disciplines et les entrées thématiques, on parle de langue, de maths et d'éveil scientifique. Pour ce qui est entrée thématique, on parle d'environnement, de la nature et de la forêt comme entrée thématique. Et enfin, des compétences. On parle des compétences de vie, principalement fondées sur le développement durable. Je cite comme exemple le développement de l'esprit entrepreneurial dans un cadre de développement durable. Pour finir, pour clôturer avec une analyse critique qui essaie de remettre en question cet écart entre le curriculum prescrit et le curriculum mis en œuvre, mais également remettre en question les approches pédagogiques. Je vous remercie encore une fois, madame, et j'ouvre la session maintenant des questions. Faute de temps, on pourrait accueillir que 2 ou 3 questions. La première, la deuxième et la troisième. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, chers étudiants,
Je tiens à remercier Madame Kautara, Monsieur Acho et Monsieur Biat pour votre présence et votre intervention très enrichissante. Madame Kautara, votre discussion sur la gestion des ressources et le développement durable dans le contexte éducatif est d'une importance capitale pour justement façonner un avenir responsable et conscient. Et donc, merci pour votre éclairage sur ce sujet, c'était très intéressant, merci à vous. Monsieur Achour, votre explication était très claire, même pour ceux qui ne sont pas experts en architecture, dont je fais partie, a été très intéressante, merci encore une fois. Et donc, j'aimerais approfondir certains aspects sur la durabilité, notamment en ce qui concerne la valeur symbolique des bâtiments. Et donc, ma question est la suivante. Comment les éléments symboliques d'un bâtiment, comme son histoire, sa signification culturelle ou son rôle social, peuvent-ils contribuer à assurer sa pérennité au fil du temps? Ou en d'autres termes, quels sont les facteurs concrets liés à l'identité et à l'importance d'un bâtiment dans une communauté qui garantit sa durabilité au fil des générations? Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi d'être parmi vous. C'est Younes Bahmou, étudiant ici à la faculté, en licence d'excellence en sciences d'éducation, option management et ingénierie, communication et formation. Je tiens à remercier les intervenants, aussi les profs et les étudiants. Et ma question est adressée à M. Achour. En tant qu'expert dans le domaine de l'architecture, et vous êtes évoqué la notion de l'architecture durable. Et alors, ma question s'adresse concernant le tremblement de terre Al-Haouz que le Maroc a connu récemment. Et alors, est-ce que la stratégie de l'État pour reconstruire les zones urbaines dévastées répond-il aux normes de construction durable? Notez que ces zones sont encore vulnérables au tremblement de terre à l'avenir. Et merci. J'espère que ma question est claire. Alors, bonsoir, chers professeurs et professionnels. Ravi d'être parmi vous et je me présente, Serge Ralisento, étudiant à la faculté des sciences de l'éducation et développeur de blockchain. Ma question est comment les programmes éducatifs en architecture s'adaptent-ils pour former la prochaine génération d'architectes face à ces avancées technologiques, notamment l'intelligence artificielle, ou bien l'intelligence artificielle générative, tel que le modèle Midjourney, qui a la capacité de générer automatiquement des plans architecturaux. Merci. Pardon. Moi, j'ai la dernière question. Bon, merci infiniment, chers intervenants. Vraiment, vos présentations, pardon, typiques. Je viens de dire typique. Vraiment, ma question, c'est adressée à Monsieur Achour. Alors, est-ce que vraiment, vous ne voyez pas qu'il y a une différence, bien une discrimination en termes de matière mobilisée pour la réaménagement des monuments historiques au Maroc. Parlons du parti du Nord ou bien du parti du Sud. Je cite le monument de Daroudant, Dar Baroud, si vous la connaissez vraiment. Dar Baroud, je dirais, c'est vraiment, il n'y a pas vraiment le respect des matières vraiment, comment on peut dire, comment je dirais, bon, est-ce que vraiment il y a vraiment un respect des matières qui peuvent être des matières vraiment qui respectent la durabilité, qui respectent
l'environnement, alors que maintenant il devient vraiment, pardon pour ce terme, kherba, c'était vraiment catastrophique. Donc est-ce que vraiment vous ne voyez pas qu'il y a vraiment une différence, bien une discrimination des ressources mobilisées ici à Rabat et au nord, par contre dans le sud. Et merci beaucoup pour vos efforts. Je voudrais une petite question à professeur à vous aussi. Moi, je voudrais juste revenir sur la question de En fait, la restauration de la mémoire symbolique des monuments historiques. Est-ce qu'il y a moyen de profiter de la technologie pour recréer cette valeur, cette dimension sentimentale, symbolique des monuments historiques, surtout là à moins des fins pédagogiques? Parce que là, on est comme si, quand j'ai évoqué la FN tout à l'heure, ça m'a fait de la peine de ne pas la retrouver en fait, parce que elle était là, c'est pour moi un lieu de repérage historique pour moi, de ma carrière universitaire, mais bon, j'ai proposé à certains étudiants de revoir un peu, de recréer la même porte, mais dans le cadre d'un festival artistique, mais que l'entrée pour ce festival soit les FM, mais recréée en 3D ou dans une autre technologie qui puisse un peu nous rappeler l'histoire de la ligne FM telle qu'elle est actuellement, à travers avec l'absence de la porte, du portail. Voilà. Je ne sais pas si... Alors, quand tu as des questions, t'as dit. Je vais commencer par la symbolique. Merci. C'est un témoignage d'intérêt pour le domaine de l'architecture et je suis content d'entendre vos questions. Je commence pour la symbolique. Mais dans la réponse à la première question, il y aura des réponses aux autres. D'abord, je ne peux pas faire le procès des politiques étatiques, sectorielles, sur la restauration ou la sauvegarde des monuments. Je ne suis pas dans cette logique. La symbolique. C'est quoi la symbolique dans un projet? C'est au concepteur de trouver une symbolique. Vous allez me dire, comment trouver une symbolique au moment de fabrication, de conception d'un projet? Moi, je pars d'exemples palpables. Moi, je ne suis pas philosophe, même avec mes étudiants. Je suis terre à terre. Le temple grec. Pourquoi il y a beaucoup de colonnes dans un temple grec alors qu'il ne porte pas un poids? Il n'y a pas 3 étages. Il y a une colonnade, plusieurs colonnes, alors qu'on peut tenir ce bâtiment avec 4 colonnes. Il y a beaucoup de colonnes. Parce que dans la culture grecque, les dieux étaient dans la faune. Et le temple grec, il symbolise pour les Grecs la forêt où les dieux étaient. Et cette symbolique a fait du temple grec un bâtiment durable. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, le temple grec, il est connu, enseigné, affiché, et même on prend d'abord le symbole dans le chapiteau des magasins. La pyramide égyptienne, elle symbolise la dune de sable qui résiste aux intempéries. Elle a duré et elle dure. Et aujourd'hui, on parle beaucoup des pyramides égyptiennes. L'architecture gothique, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris, le jour où elle a brûlé, il y a beaucoup de gens, et le Maroc a donné même des dons royales pour sauver Notre-Dame de Paris qui a brûlé, qui a été incendiée. Notre-Dame de Paris, c'est ce qu'on appelle l'architecture gothique. Pourquoi cette architecture? Elle est connue mondialement, et Paris, la ville la plus visitée du monde, entre autres pour Notre-Dame de Paris, à côté de la Tour Eiffel, à Trocadéro. L'architecture gothique, ce qui a donné à l'architecture gothique son élan, c'est une symbolique c'est les croisades. Al-Hurub Salibiyya, c'est ça ce qui a donné à l'architecture gothique son élan. Et il symbolise la gloire. Et on est monté en haut. Et l'ingénieur, concepteur, ingénieur, architecte,
qui voulait trouver des solutions pour aller, alors que les autres églises étaient lourdes et basses. L'architecture gothique, elle va s'élancer dans le ciel avec une structure plus légère, avec la croisée d'ogive. Donc la symbolique, c'est comme ça, c'est l'architecte qui doit trouver. Maintenant, quand un bâtiment n'a pas de symbolique, quand il perd sa valeur d'usage, on le démolit. Comme le Gisela. Si le Gisela avait une symbolique, je vous donne un exemple. Vous avez un vase. Et donc ce vase, vous l'avez acheté en Égypte parce qu'il est de la période, je ne sais pas, il coûte cher, et il est beau, donc il a une valeur esthétique, et il a une valeur symbolique. Et vous mettez des fleurs, donc il a une valeur d'usage. Vous mettez des fleurs dans ce vase. Un jour, ce vase tombe et se casse. Vous le collez parce qu'il a goûté, vous l'aimez, et vous le mettez dans une vitrine. On ne peut plus mettre les fleurs, il est collé, il n'a plus de valeur d'usage. On le met dans une vitrine, on l'appelle plus vase, on l'appelle objet d'art. Objet d'art. Grâce à la symbolique. S'il n'avait pas de symbolique, on le met à la poubelle. Donc la symbolique, il faut la trouver, et quand elle n'est pas là, le bâtiment risque de ne pas durer. La deuxième question, c'est sur les politiques. Sur les stratégies de l'État. La stratégie de l'État, je ne prononce pas sur les stratégies de l'État. Ou la troisième, c'était sur l'intelligence artificielle. L'assimilation. L'assimilation, l'intelligence artificielle. Parce qu'en architecture, l'expérimentation n'est pas toujours possible. L'expérimentation, c'est la meilleure méthode pour vérifier une hypothèse. Mais en architecture, c'est très difficile. En sciences sociales, c'est même interdit l'expérimentation. Elle est interdite pour des raisons d'éthique. On ne peut pas supposer qu'un couple divorcé ne dort pas bien et dire au couple il faut divorcer pour voir si vous allez dormir bien ou pas bien. Ça, c'est ça l'expérimentation, c'est avoir une hypothèse et la confronter avec la réalité. Donc en sciences sociales, c'est interdit. En architecture, elle est difficile et des fois impossible. Parce que si je suppose qu'un arbre ici va faire que les étudiants vont se mettre du côté que il faut que je plante l'arbre et j'attends et ça va coûter du temps. Donc, pour remplacer l'expérimentation provoquée, il y a ce qu'on appelle l'expérimentation invoquée. Et là, l'intelligence artificielle, la simulation sur ordinateur joue un rôle et il faut développer cette branche dans l'architecture et je suis d'accord avec vous sur ça. Maintenant, dans le barreau, je la connais à Salé. Je suis conservative. Non. ها؟ كاين حتى dans le barreau, كاين حتى في الإسلام. Maintenant, faire le procès ces gens, pourquoi ils ont, est-ce qu'ils ont un budget, est-ce qu'ils ont fait, est-ce que le ministère de la Culture, je ne peux pas, je ne suis pas dans ce registre, je ne suis pas dans ce, je ne peux pas faire le procès de ce qu'ils ont fait, ce qu'ils doivent faire. Il faut voir avec les responsables du ministère de la Culture et avec les habitants qui peuvent protéger. On a vu que des simples habitants à Gadir, ils ont protégé leur cinéma au-delà des moyens. Je crois, c'est tout. S'il y avait aucune question. Déjà. Alors, أستاذ وليد شي كلمة ختامية أستاذة كوثر العمري. Peut-être une question, je vous la laisse comme conclusion. C'est un petit peu, moi j'étais très intéressé par votre présentation, mais je me projetais principalement sur la formation des adultes, l'expérience dans la formation et les curriculums dans de différentes thématiques liées aussi bien donc l'introduction de nouveaux métiers, le changement de nouveaux métiers, donc il y a des programmes qui sont développés, mais il y a toujours des mesures d'accompagnement qui sont mises en place, ce qu'on appelle la conduite du changement. Et là, ça m'a interpellé un petit peu dans votre
Est-ce que c'est toujours... quel est votre avis sur ça? Et maintenant on parle de changement durable, de développement durable, etc. Et c'est plutôt des changements de comportement, c'est des changements des attitudes, aussi bien au niveau du citoyen qu'au niveau des institutions et au niveau de la société de façon générale. Mais la conduite du changement, je vous laisse un petit peu parler. Merci, M. Biad. À vrai dire, votre question, pour ne pas dire que je vais répondre, mais je vais encore soulever une autre question par rapport au changement. Toujours, on a ce problème dans notre système d'éducation et de formation, que ce soit pour les apprentissages de base ou bien pour l'éducation même des adultes, là, et même aussi sensibilisation, tout ce qui est développement du capital humain. Et on se demande pourquoi il y a tant de réformes, pourquoi à chaque fois on est sur des changements, alors que c'est naturel d'être sur des adaptations. Donc, en adoptant le mot résilience, on doit être avec ce qui est nouveau. Vous avez parlé à chaque fois d'existence de nouveautés ou bien d'innovation. D'ailleurs, l'innovation est facteur même de croissance économique si on revient à la théorie de la croissance endogène. Maintenant, ce qui est ma question, ou bien ce qui est ma réponse, c'est est-ce qu'on va arriver à travers le changement à faire la transformation, ou bien on va rester sur des pratiques de changement tout court. Alors c'est ce qui nous manque en matière aussi d'éducation, que ce soit de l'enfant ou bien de l'adulte, arriver à la transformation ou bien à la transition, qui doit émaner du bénéficiaire de lui-même. Il doit être conscient et convaincu de ce qu'il est en train de construire. Voilà pourquoi j'ai évoqué pour la question d'éducation d'adulte, l'adulte n'apprend pas à travers la démarche déductive, mais il est sur l'induction, il répond à ses propres besoins, il est très logique, il a normalement une logique de construction du savoir qui est juste au service de ses besoins. Donc ma réponse, ça va être surtout cherchant la transformation et non le changement. Merci beaucoup et je tiens à remercier tous les travaux. شكرا السيدة كوثر العمري بدوري ونيابة عن السيد العميد وعن السادة كوثر وعن نادي إناكتوس FSE نشكر بحرارة الأستاذ الجليل بروفيسور عاشور الذي شرفنا بحضوره والأستاذ بيض الذي كان حقيقة أثار مسألة تدبير المياه والماء في شقه الماء المشروب والمعالج، وكذلك نشكر الأستاذ السيد زكريا اليعقوبي الذي غادرنا لأسباب من القاهرة. لن أنسى الأستاذة كوثر التي حقيقة هي التي العقل المدبر لهذا النشاط وهي التي تؤطر هذا النشاط مع الطلبة ومع نادي إناكتوس. Moi je trouve on était vraiment c'était une belle après-midi franchement extraordinaire d'avoir accueilli vous avoir accueillis tous en fait. Donc un mot de clôture, voilà, le format pour la modération de ce séminaire fait que nos étudiants participent à la modération aussi. Voilà. Alors, donc, voilà la parole. Alors, en conclusion, cette conférence a été une exploration de solutions innovantes et d'engagements nécessaires pour construire un monde plus durable. Nous sommes tous des acteurs clés dans cette transformation. Continuer à agir collectivement et inspirer le changement, car ensemble, nous façonnons un monde respectueux, un avenir durable. Donc, je remercie encore une fois la présence de M. Achour et M. Biad. Votre présence nous est sûrement bénéfique dans toutes les dimensions. Je tiens à remercier également nos chers professeurs pour leur constant encadrement. Je remercie aussi tous les membres du club Enactus qui a veillé méticuleusement à organiser cet événement. Merci encore une fois. Merci.